Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. Et en ce lundi de Pâques, le Vatican a annoncé le décès du pape François. Toute la semaine, en Vendée, comme partout en France, des messes et des veillées de prière se sont multipliées pour rendre un dernier hommage au souverain pontife. Des célébrations qui ont lieu par exemple ce mercredi à Pouzauges, aux Herbiers ou encore à La Roche-sur-Yon, où le curé doyen de la paroisse Saint-Louis se souvient de moments partagés avec le pape François au tout début de son pontificat qui aura duré plus de 12 ans. Reportage signé Mathis Pires et Léo Marcheguet. Les portes de l'église Saint-Louis, exceptionnellement ouvertes toute la journée, pour les fidèles venus se recueillir. À l'intérieur, la photo du défunt pape François pour lui rendre hommage. Je pense qu'il avait des idées très modernes et j'étais pour la plupart en phase avec ce qu'il disait. C'est un profond chagrin quand même parce que c'est un peu une lumière qui s'éteint, oui. Sentiment partagé par Père Alexandre-Marie Robineau. Lui a connu le souverain pontife à ses débuts en 2014. Il garde en tête l'image d'un pape accessible et social. Ce qui m'a beaucoup touché en s'approchant de lui, c'est que avant et après la messe, il est très jovial, très convivial, très souriant, fraternel, vraiment s'intéressant, posant des questions. Et puis pendant la messe, pour le coup, il est beaucoup plus très priant, une vie intérieure dense. Et ça m'a beaucoup surpris. Il y avait un vrai contraste entre avant et après la messe et pendant la messe, où vraiment on le sentait prier et dans la messe porter toute l'Église dans sa fonction. Si l'heure est encore au recueillement, un conclave doit se tenir d'ici 13 jours au plus tôt pour déterminer le nom du successeur du pape François. On se tourne déjà quand même vers l'avenir, c'est-à-dire les cardinaux sont déjà rassemblés à Rome dès aujourd'hui. Ils vont travailler, alors c'est le moment le plus important maintenant, parce qu'ils font le travail de réflexion pour dire un peu tout ce qu'a été le pontificat du pape François et de voir un peu ce qu'il faudrait pour l'Église dans les années qui viennent. Et ça va définir un peu le profil, le portrait robot un peu du futur pape. Ce mercredi soir, la cathédrale de Luçon organise une veillée de prière en hommage au pape François, mais aussi à son successeur. On poursuit cet hebdo avec un gros plan sur le programme des robots et des hommes, une opération initiée par La Roche Agglomération et qui consiste à proposer aux collégiens des visites d'entreprise dont une partie de leur production a un lien avec la robotique, une démarche désormais étendue à la communauté de communes Vie et Boulogne qui a permis à ses élèves d'Esnay de se rendre chez le constructeur Beneteau au Poiré-sur-Vie et ainsi découvrir les étapes de fabrication des bateaux. Peut-être un stage ici, peut-être, je vais voir. Mais après, le monde des bateaux est très grand, donc je vais voir. C'était bien, c'était intéressant. J'ai pu voir des bateaux, comment ça fonctionnait, comment ça se fabriquait. Donc c'était intéressant. C'est bien l'objectif, à travers des actions très concrètes, de faire une première immersion dans l'entreprise, d'avoir de témoignages des salariés, donc de collaborateurs, qui eux-mêmes font découvrir leur métier à ces jeunes. Et je le redis, de susciter, pourquoi pas, des vocations. On est une entreprise industrielle, mais qui malgré tout reste super artisanale. Et c'est ce qui fait aussi notre force et c'est ce qui la rend passionnante. On a des robots, on a un robot du moins sur le site du Poiré, il y en a d'autres dans le groupe, mais plus sur des métiers qu'on va dire plutôt amont, qui sont nos fournisseurs internes. Ici sur le site, on a une commande numérique qui est assez imposante. Vous voyez, c'est les bateaux qui sont derrière moi, et le bateau quasiment complet passe dans cette commande numérique. Donc voilà, aujourd'hui c'est des hommes et un robot sur le site du Poiré. Comment relancer l'attractivité des cœurs de ville? Avec près de 10% de locaux commerciaux vacants en centre-ville, la commune de La Roche-sur-Yon met tout en œuvre pour dynamiser ses zones commerciales, comme l'aide à la rénovation des devantures ou la gratuité du stationnement le samedi après-midi. Elle organise également des animations tout au long de l'année. La dernière en date s'intitule « Faites le plein de couleurs » et devrait se terminer au début de l'été. Le commerce à La Roche-sur-Yon, comme dans beaucoup de villes, subit un peu le climat général ambiant en France. Mais il faut savoir que La Roche-sur-Yon est malgré tout préservée. Notre vacance commerciale est inférieure à d'autres villes similaires à la ville de La Roche-sur-Yon. Mon job à moi, c'est de faire venir les gens et de leur offrir un cadre d'achat agréable. Et puis derrière, nos commerçants sont là pour accueillir leur clientèle et ils le font merveilleusement bien. Donc il n'y a plus qu'à.
Prenons désormais la route du sud du département où a été officialisé cette semaine le lancement de la saison touristique 2025. L'agence d'attractivité Vendée du Sud, à l'initiative de cette opération, a ainsi présenté au public les temps forts de la prochaine saison, tout en dévoilant également les nouveaux outils de communication qui auront pour mission d'attirer le public dans la quarantaine de communes du territoire. Un reportage signé Cyril Guillet. C'est au cœur du château de la Chevalerie que les professionnels du tourisme et les collectivités ont officialisé le lancement de la saison touristique 2025. Une saison toute particulière, orchestrée par l'agence d'attractivité Vendée du Sud. Le tourisme, ça fait partie d'un ensemble économique, environnemental, sociétal de notre communauté de communes. On a donc créé une agence d'attractivité qui a plusieurs missions. La première, évidemment, dévolue au tourisme, puis un volet économique, puisque le tourisme fait partie évidemment intégrante de l'économie. En 2024, le taux de remplissage a atteint le même niveau qu'il était avant l'arrivée du Covid. Le territoire a aussi attiré plus d'étrangers, notamment des Britanniques. Pour 2025, il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent. On a déjà lancé des capsules vidéo qui permettent à toutes les communes de pouvoir être représentées petit à petit. Donc tout ça va s'égrener au fil du temps. Parmi les nouveautés, il y a aussi l'arrivée d'une nouvelle directrice à la tête du pôle tourisme. Et pour ce qui est de la saison 2025, 2 grands axes se sont développés, avec notamment le cyclotourisme. Et puis, on a le camping-cariste. Il y a 500 000 immatriculations en Europe, donc on les accueille. On les accueille évidemment. Ils ont un panier moyen qui est intéressant. D'ailleurs, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le panier moyen du cyclotourisme, c'est 85 €, alors que le camping-cariste, c'est 45 €. Les nouveaux outils de communication, guides, cartes et visuels ont été présentés au public, ainsi que la volonté de développer le tourisme d'affaires. On a lancé une étude pour créer un schéma touristique, c'est-à-dire permettre justement de toujours se renouveler, de savoir quelles sont les attentes réelles des consommateurs de notre territoire. Et donc ce schéma touristique nous permettra d'amplifier vraisemblablement toute notre capacité à accueillir le tourisme d'affaires. On lance déjà une première opération avec l'espace Vrigno. La plus grande communauté de communes de Vendée est aujourd'hui parée pour accueillir au mieux les visiteurs. On reste dans le sud du département où la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée vient d'ouvrir un nouveau guichet de l'habitat pour ses habitants. L'objectif de cet espace, accueillir et accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation de logement, qu'il s'agisse d'économie d'énergie, de travaux de maintien à domicile ou encore de rénovation globale. Les moyens qu'on met à disposition, c'est d'abord de l'accompagnement, c'est-à-dire il faut apporter aux gens la bonne information sur ce qu'ils peuvent faire et comment ils vont pouvoir le faire et comment ils vont pouvoir le financer. L'objectif, c'est bien d'essayer de résorber la vacance et d'amener ici des gens qui soit sont propriétaires et qui pourraient peut-être faire des travaux, soit amenés à vendre pour accueillir des investisseurs. Mais sur notre territoire, il y a un portefeuille permanent de 700, 800, 900 logements de demande, plus le projet des plateformes logistiques qui va créer entre 300 et 500 emplois. Donc il faut qu'on se mette en position de répondre à ça ou d'adapter en tout cas au mieux nos moyens par rapport à la demande. Ce week-end débutent à Vichy les championnats de France jeunes d'échecs et la Vendée y sera bien représentée, notamment grâce au club du cercle d'échecs des Sables d'Olonne, dont 4 de ses membres se sont qualifiés. Et justement, cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de 3 d'entre eux qui terminaient leur entraînement avant le départ pour l'Allier. Alors comment se sont-ils préparés mentalement et physiquement pour ces événements? Les réponses avec Simon Philippot. Ethan, Kateb et Rémi sont en plein entraînement. Dans quelques jours, ils participeront au championnat de France sous les couleurs du cercle d'échecs sablais. Kateb a hâte d'y être, sans pression, car à 8 ans et demi, il s'est déjà constitué un beau palmarès. J'ai réussi à terminer 2 fois champion de Vendée, terminer 2 fois 5e championnat régional et là, je vais aller pour la 2e fois au championnat de France d'échecs. Pas de stress non plus pour Rémi, ce ne sera pas son premier championnat. Il pratique les échecs depuis de nombreuses années, après avoir rencontré par hasard son coach actuel. J'ai commencé du coup quand j'étais en CE1, donc là ça fait 9 ans que je suis inscrit au Sable. C'est parce que en fait, le coach
Thierry Flachet venait dans les écoles. Et moi, je connaissais déjà un petit peu les règles. Et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis directement inscrit. L'entraîneur de ces jeunes joueurs d'échecs, Thierry Flachet, 13 fois champion de Vendée, attend d'eux qu'ils prennent du plaisir à jouer, mais il les prépare néanmoins à affronter de très longues journées. Pour les plus grands, une seule partie, mais les parties, il faut savoir qu'elles durent jusqu'à 6 heures. Donc physiquement, même intellectuellement parlant, c'est fatigant. Et les petits, c'est pas plus simple puisqu'ils ont 2 parties dans la même journée. Donc ils commencent à 14 heures et ils finissent souvent à 18 heures ou 19 heures. Et forcément, ils sont fatigués. Alors les petits, ils récupèrent très vite, vous savez, quand ils sont tout petits. Par contre, le cumul jusqu'au samedi, effectivement, ça finit par être épuisant. Les échecs sont en plein essor. Au club des Sables d'Olonne, sur une centaine de licenciés, 39 sont des jeunes joueurs. Il y a eu un boom extraordinaire au niveau des échecs. Et il ne faut pas oublier que les échecs au niveau des jeunes, c'est quand même la mémoire, la concentration, la motivation. Et puis, ça leur permet de se développer intellectuellement. Avec le développement des jeux d'échecs en ligne et de nombreux films et séries consacrés aux échecs, nul doute que de plus en plus de jeunes vont continuer de s'intéresser à la discipline, d'autant que depuis 2022, les échecs sont reconnus comme un sport à part entière. Au pays des Achards, la communauté de communes a souhaité mettre à l'honneur ce samedi le secteur de la petite enfance et de la jeunesse. Cela se passait de 10h à 18h à Sainte-Flève-des-Loups. L'idée est recréer, le temps d'une journée, toutes les activités auxquelles peuvent participer les jeunes dans leur centre de loisirs. Au programme donc du sport, de la lecture, du théâtre ou encore du cirque. Nous, le souhait, c'est que dès lors qu'on crée une animation comme ça, c'est qu'on vienne faire attirer le maximum de monde, avec un objectif, c'est de faire parler de ce qu'on fait, nous, sur le territoire, sur l'enfant-jeunesse, et en attirant aussi bien les gens qui ne viennent pas dans nos centres de loisirs, de voir comment ça se passe, comment on s'y trouve, comment on y travaille, de mettre en avant le travail de nos animateurs, qui ont un travail de plus en plus important aujourd'hui et prégnant, et pourquoi pas donner des vocations à des jeunes, de venir accompagner nos animateurs permanents, soit pendant les vacances, les petites vacances ou les vacances scolaires, pour pouvoir venir compléter le groupe qu'on a habituellement en gestion de nos animateurs scolaires, tout simplement. On termine cet hebdo avec un mot de sport et de rugby. L'équipe de France des moins de 20 ans a élu domicile à La Roche-sur-Yon le temps d'une semaine. Un passage en Vendée ponctué d'une double confrontation face à l'équipe d'Irlande. Et la première manche a été remportée par les Bleus ce mercredi. Une victoire 42-26 sur la pelouse du stade Henri-Desgranges à La Roche-sur-Yon, devant près de 2300 spectateurs. Mathis Pires était sur place pour vous faire vivre ce moment de ferveur. Merci. Quelques minutes avant le coup d'envoi, le stade fait le plein de supporters. C'est parfait. Bon match, monsieur. C'est pas tous les jours qu'il y a ce genre d'événement, donc on est ravis d'accueillir. À l'affiche, l'équipe de France U20 de rugby face à l'Irlande au stade Henri-Desgranges, choisie pour accueillir l'équipe de France pendant une semaine. Merci. Je pensais pas que ça jouait à La Roche-sur-Yon, donc c'est top. C'est l'occasion d'y aller avec des collègues, je pense que je ne serais pas allé sinon. Les U20, c'est les futurs pros, la future équipe de France. Donc certains éléments y seront, donc ça peut être intéressant. C'est un peu comme les voir en avant-première. Exactement. À leur entrée sur la pelouse, 2300 spectateurs et un stade quasiment plein. Une occasion parfaite pour le club de La Roche-sur-Yon d'assister au match aux premières loges. D'avoir la Marseillaise sur le terrain des Granges et que des gens héros, c'est exceptionnel. Ça fait une semaine qu'ils sont là aujourd'hui, ils sont super sympas, ultra abordables. Ils sont très concentrés, très professionnels dans leur préparation. Une préparation pour les championnats du monde U20 de cet été. Dans le cadre de leur développement international, les Bleuets jouent 3 matchs amicaux en Vendée. On est hyper bien accueillis. Les conditions sont parfaites. Tout ce qui est mis en place, que ce soit par la mairie ou le club qui nous reçoit extrêmement bien avec la Ligue et le comité, c'est vraiment un plaisir d'être là. Stade magnifique, un bon public qui nous soutient et on espère que dimanche il y aura encore un peu plus de monde. Et donc ça donne des belles après-midi comme aujourd'hui. Après une victoire 42-26, l'équipe de France U20 reste en Vendée jusqu'à ce dimanche 27 avril, date de leur dernière rencontre, à nouveau face à l'Irlande.
Et le coup d'envoi sera donc donné à 13h30 au stade Henri Desgranges. Et c'est ainsi que se termine cet hebdo. Merci pour votre fidélité. Caroline Tronche vous donne rendez-vous dès lundi 7h dans la matinale. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur TV Vendée.